que je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 fois de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puce. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour Façon Puzzle, votre toute nouvelle émission que vous retrouverez le deuxième mercredi du mois sur Parole d'Honneur, le média 100% autonome et décolonial. Façon Puzzle, c'est donc une émission de décryptage où chaque mois, donc, des universitaires, des militants, des artistes, des intellectuels seront appelés à débattre, à dialoguer, à discuter et à poser un regard que nous voudrons résolument critique, antiraciste et décolonial, sur l'actualité bien sûr, mais aussi sur des événements, sur des livres, sur tous les sujets qui font débat. Dans un contexte, nous le voyons tous, marqué par une radicalisation islamophobe et raciste de l'État, avec notamment la loi sur les séparatismes, par une répression accrue envers les migrants, on se souvient tous des images place de la République, par des violences policières qui dépassent le cadre des quartiers populaires, par des lois liberticides, on pense évidemment à la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France et de Baraka City, et plus généralement dans un contexte autoritaire et où des médias appellent ouvertement à la guerre civile et pointent du doigt des communautés. C'est donc dans ce contexte que naît Façon Puzzle, avec cette volonté de tenir debout, à l'affût pour rendre coup pour coup. Alors on s'est posé beaucoup de questions, on a beaucoup discuté sur le titre de cette émission. J'aimerais d'ailleurs faire un petit clin d'œil à une certaine Samira BZ qui sans doute nous regardera, qui nous a soufflé donc ce titre d'émission. Alors pourquoi Façon Puzzle ? Premièrement, c'est une expression culte que certains cinéphiles doivent connaître, des tontons flingueurs, une expression qui fait partie de cette tradition de la réplique, du bon mot, de cette bagarre intellectuelle, tradition dans laquelle nous nous inscrivons pleinement et qui constituera l'ADN de notre émission. Et deuxièmement, pourquoi Façon Puzzle ? Elle a été remise au goût du jour par un certain Éric Nolot qui fait pas partie de nos amis, mais qui a envoyé cette saillie à la figure d'une certaine Caroline Fourest lors de l'émission On n'est pas couché, où il lui avait dit vous avez été éparpillé façon puzzle après son débat assez lamentable avec Tariq Ramadan sur Ce soir ou jamais. Ce soir ou jamais, c'est ça. Donc dans ces missions, on s'efforcera d'analyser rationnellement, de prendre le temps de la réflexion, de l'analyse rigoureuse, de ce temps, de cette époque, et de la gravité de l'époque dans laquelle nous vivons. Alors donc pour ce premier numéro, on a décidé de taper fort en évoquant un sujet qui s'est imposé dans le débat public, intellectuel, médiatique notamment, depuis le début des années 2000, à travers les textes notamment de Pierre-André Taguieff, mais qui a pris énormément d'ampleur après les attentats et surtout après l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier. Je veux bien sûr, vous l'avez reconnu, le thème d'islamo-gauchisme. Donc c'est un thème... Beaucoup de choses ont été dites sur l'islamo-gauchisme. Souvent, certains écartent d'un revers de la main ces accusations-là. Et ben aujourd'hui, on a décidé de prendre au sérieux ces accusations d'islamo-gauchisme, de répondre aux accusations souvent vides, malhonnêtes, infondées, et donc d'interroger aujourd'hui. Donc sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir donc à ma droite Judith Bernard, bonjour. Bonjour. Alors tu es donc enseignante, tu es metteuse en scène, tu es journaliste, tu es directrice de la rédaction d'hors-série qu'on peut qualifier de site islamo-gauchiste. Je pense. Hein, oui, c'est un honneur tu rentres bien là-dedans. Et donc j'ai à ma gauche Wissam Gzelka, donc toi tu seras mon chroniqueur. Ouais. Chaque mois, tu chroniqueras donc l'actualité avec moi. Tu es doctorant en sociologie et tu sera donc du côté des islamos sur ce plateau. Oui, voilà, parce que moi, la chose dont j'ai honte, c'est surtout le gauchiste. D'accord, voilà, ok. Si on peut m'appeler islamo-bolchevique ou un truc comme ça, c'est quand même plus classe. Eh ben écoute, on t'appellera comme ça. Et à ma gauche, je ne la présente plus, la sorcière, la tête de pont de l'islamo-gauchisme, selon certains. Ouria Bouteldia, merci, bonjour déjà. Merci d'être là avec nous. Donc tu es militante décoloniale et tu es l'auteur, je le rappelle, d'un brûlot, Les Blancs, les Juifs et nous, publié en 2016 aux éditions La Fabrique, édition rouge-brune, selon un certain Patrick Bruckner. Bon.
Pascal ou Patrick Bruckner? Pascal Bruckner. Brune rouge. Brune rouge, aux éditions La Fabrique. Donc, avant de commencer, on va aujourd'hui, pour traiter cette question de l'islamo-gauchisme, on va s'appuyer sur différentes séquences médiatiques et sur notamment un documentaire réalisé par Yves Azerwal et intitulé Islamo-gauchisme, la trahison du rêve européen. Donc, on va en discuter avec mes invités. Avant tout, j'aimerais vous poser une question très simple, introductive. Selon vous, de quoi les accusations d'islamo-gauchisme sont-elles le nom? Que sous-entendent-elles? Et comment est-ce que vous définissez l'islamo-gauchisme? Est-ce que c'est un concept, un anathème, une insulte? Et voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez avant de continuer et regarder les séquences. Judith? Alors, islamo-gauchiste, moi, c'est une qualification qui m'a été attribuée sur un plateau télé dans l'émission 28 minutes sur Arte. Donc, apparemment, j'en suis, sans bien savoir ce que c'est. D'ailleurs, j'avais demandé à celui qui me portait cette accusation de dire ce qu'il voulait dire par là. C'était Brice Couturier qui me portait cette attaque. Et il m'a dit « Oh, mais vous savez très bien ce que c'est. Il suffit de regarder le documentaire d'Yves Azerwal qui s'appelle Islamo-gauchisme. » Donc, je l'ai regardé très scrupuleusement, ce documentaire, pour comprendre enfin qui je suis. Et donc, apparemment, j'appartiens à une nébuleuse, très nébuleuse, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les éléments définitionnels de cette nébuleuse ne sont pas fournis de manière rigoureuse du tout. Le documentaire est une espèce de vaste ramassis de racontars, pas du tout étayés, donc je n'y vois pas beaucoup plus clair sur ce que c'est que l'islamo-gauchisme. En revanche, je me souviens très bien que cette accusation est venue quand, sur le plateau, je mentionnais la responsabilité de la France dans les attaques qu'elle livre en dehors de ses frontières, les interventions armées de la France à l'étranger qui sont susceptibles de favoriser le phénomène du terrorisme qui vient ensuite frapper le sol français. Donc je produisais une analyse qu'on pourrait qualifier d'anti-impérialiste. Et c'est au moment où j'ai formulé cette analyse que l'anathème a été prononcé. Vous êtes une islamo-gauchiste. Puisque donc je m'efforçais en fait de produire un schéma analytique, en fait de comprendre la causalité. Le terrorisme ne sort pas de nulle part, il est pris dans une chaîne de causalité. En fait, dès lors qu'on produit un effort analytique, qui ne se contente pas de crier à l'effroi et à l'horreur devant le terrorisme. En fait, ça y est, on est dans l'islamo-gauchisme. Essayer simplement, ne serait-ce que d'expliquer, d'analyser, c'est déjà en fait une inclination légitimatrice. C'est une manière de dire que les terroristes ont raison de faire ce qu'ils font. Et de fait, Caroline Fourest, dans le documentaire, considère que dans notre camp, nous légitimons les actions terroristes. On trouve que c'est une forme de résistance légitime. Elle nous prête ce discours que, je crois, nous n'avons jamais tenu, nous, ceux qui sommes accusés donc d'islamo-gauchisme. Wissam? Moi, pareil, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ce terme, au final. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant de voir qu'en fait, ils mélangent tout et ils mélangent aussi les deux mots. Ils n'ont pas une bonne signification déjà. Ce que c'est l'islamo, c'est pas islamiste, islam radical, islam politique. On ne sait jamais ce que ça veut dire vraiment. Et même dans le mot gauchisme, je veux dire, ils mélangent tout de la gauche. Ils mélangent le marxisme, les sociodémocrates, l'altermondialisme. Donc il y a vraiment ce mélange dans tous les concepts qu'ils ont réussi à mélanger ensemble. Et je pense que c'est juste une accusation pour ceux qui remettent même un tout petit peu en cause la blanchité, qui osent un petit peu parler de racisme, qui n'entrent pas dans l'idéologie du choc de civilisation. Ça suffit tout simplement pour être traité d'islamo-gauchiste. Ouria, toi, tu as été considérée comme une tête de pont de l'islamo-gauchisme. Est-ce que tu te reconnais là-dedans Moi, j'ai fait partie de ceux qui, bien avant Judith, ont été qualifiés d'islamo-gauchistes. C'est-à-dire que moi, j'ai l'honneur d'être islamo-gauchiste depuis au moins 2003-2004, puisque j'ai appartenu à ce collectif Une école pour tous et toutes, qui s'était mobilisé contre la loi sur les signes religieux. Et ça suffisait à nous qualifier, et je dirais nous stigmatiser en tant que islamo-gauchiste. Évidemment, ça a été dit, donc évidemment, personne ne se dit islamo-gauchiste. Moi, je ne me dis pas islamo-gauchiste, moi, je me dis militante décoloniale, je me reconnais là-dedans. Maintenant, s'il s'agit aujourd'hui, dans le combat politique et dans l'adversité, de retourner un stigmate et de dire finalement, si c'est comme ça que vous voulez nous voir, pourquoi pas. Je veux dire, s'il s'agit de retourner le stigmate et dire, eh bien, nous faisons partie de la grande famille des islamo-gauchistes et en cela, nous défendons les populations les plus précarisées, les plus pauvres, les plus ghettoisées, qu'on lutte contre le racisme structurel. Si c'est ça, être un islamo-gauchiste, et si c'est bien comme cela qu'on s'entend, je veux bien dire que je suis une islamo-gauchiste. Au fond, pourquoi pas. Mais il est évident que sa fonction première est de disqualifier.
Voilà, c'est le parallèle historique avec le judéo-bolchevisme. Oui, dont on reviendra là-dessus. D'ailleurs, c'est un mot paralysant, quoi. Dans le documentaire, tu n'es pas une islamo-gauchiste. Hein. Il y a Eindhoven qui fait la précision, tu n'es pas une islamo-gauchiste, tu es une islamiste. Ce qui est encore pire. Ah oui, c'est encore pire. J'aimerais bien avoir l'avis des islamistes. Oui, voilà, non, mais c'est ça, je veux dire, non, mais. J'aurais beaucoup avoir l'avis des vrais islamistes sur mon cas parce que je suis pas sûre qu'ils me reconnaissent réellement. Enfin bon. Alors, tout au long de ce documentaire, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça. Déjà, j'aimerais vous poser une question sur le documentaire en tant que tel. On va passer des extraits. Je vous invite, vous irez voir si vous voulez, mais j'aimerais vous poser la question sur, d'ailleurs, le titre, La trahison du rêve européen. C'est assez flou, on ne sait pas vraiment où ils veulent en venir sur la trahison du rêve européen. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Wissam? Est-ce que avant de parler sur le fond, moi il y a sur la forme aussi, c'est oui. une catastrophe ce documentaire. Je veux dire, même en termes purement visuels et tout, c'est très très laid. Je rappelle juste qu'il a bénéficié de commentaires assez dithyrambiques de la presse qui ont loué ce courage extraordinaire d'Yves Zerwal de faire un documentaire sur l'islamo-gauchisme. Bon. Voilà, je voulais juste... Ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment très laid et j'ai complètement oublié la question. C'était sur la trahison du rêve européen, sur le titre, voilà, comment tu analyses le titre au final, et dans la forme aussi. Mais quel est le rapport avec le titre? C'est quoi le rêve européen dont il parle? C'est ça la question. Alors moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un rêve européen? C'est lequel? Qui a ce rêve-là? Et au fond, je me dis, mais le rêve européen dont il a, les marxistes, ceux qui disent qu'ils ont trahi la lutte des classes, n'avaient pas le même rêve européen, donc il n'y a pas eu vraiment de trahison de la part de ces gauchistes, entre guillemets. Donc moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Il faudrait qu'ils nous définissent ce que c'est le rêve européen, entre guillemets. Je dis que toi, tu as... Ouais, on y voit un petit peu plus clair en faisant l'inventaire des occurrences du mot Europe ou européen dans le documentaire. Il y a 3 occurrences en tout et pour tout, c'est vraiment rien du tout pour un documentaire qui met l'Europe dans son titre. C'est donc l'occurrence dans le titre, trahison du rêve européen, et on voit bien qu'il s'agit plus d'un rêve, c'est-à-dire une production onirique de la part du camp qui s'exprime dans ce documentaire plus que d'une réalité. Il y a l'occurrence finale dans la phrase de conclusion qui dit que il y a les 2 camps qui vont s'affronter, c'est-à-dire les islamo-gauchistes et l'extrême droite, et que ces 2 camps, l'Europe va sortir assommée de ce face-à-face inquiétant. L'Europe va sortir assommée. On ne voit pas encore très bien ce qu'ils appellent Europe, mais en fait, on a un élément pour y voir plus clair sur ce que c'est que l'Europe dont ils parlent. C'est dans les propos tenus par Philippe Val, au cœur du documentaire. Il a une tirade assez hallucinante, Philippe Val, où il dit les Juifs ont fait un bout d'Europe au Moyen-Orient avec des droits, un parlement, des contre-pouvoirs, une presse libre, de l'Europe, quoi. Donc, c'est inacceptable. Eux, ce qu'ils aiment, dit-il, c'est Khomeini. Donc, l'Europe, en fait, dans la tête de Philippe Val, c'est un synonyme de démocratie, puisque ça se décline avec droit, parlement, contre-pouvoir, presse libre. Civilisation. Donc, c'est la civilisation, mais au sens vraiment de ces réalisations, de ces institutions démocratiques. Alors, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est le mot Europe qui lui sert à dire démocratie, alors que l'Union européenne est sans doute l'instance mondiale la plus antidémocratique qui soit. L'Union européenne, c'est précisément des institutions qui n'ont aucune légitimité démocratique. Ce sont des institutions qui n'ont pas été élues. L'Europe, elle est construite sur l'ordolibéralisme, qui est une doctrine consistant à soustraire à la délibération démocratique un certain nombre de prérogatives économiques dont on dit ça, on n'en discute pas, le peuple ne doit pas s'en discuter. Donc, s'il y a vraiment un truc qui n'est pas du tout démocratique, c'est l'Europe. Or, on voit que dans la tête de nos détracteurs, Europe égale démocratie, Israël égale Europe au Moyen-Orient. On voit que là, il commence à y avoir des éléments définitionnels. Donc, en fait, Europe, ça veut dire, mais ça, c'est impossible à avouer, je pense, dans leur discours, en fait, c'est la blanchité judéo-chrétienne qui est désignée par Europe. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est un moyen de dire les Blancs, je crois. Et je rajouterais qu'il fait aussi le lien entre les Juifs et Israël. Israël, c'est les Juifs. Et juste avant la phrase que tu as dit les Juifs, ils n'ont jamais su rien faire d'autre que de l'Europe. Ouais. C'est-à-dire, avant même que l'Europe existe, vraiment, c'est un concept assez moderne, le découpage européen, les Juifs, ils étaient déjà de l'Europe. Et Israël s'est rattaché tout de suite aux Juifs et les Juifs à Israël. Et après, c'est les mêmes qui vont nous dire que nous, on fait l'amalgame entre Israël et les Juifs. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça, comment, pauvres Juifs, ils les rattachent au projet européen. Justement, on va évoquer ce thème-là, parce que s'il y a quand même un fil conducteur
conducteur tout au long de ce documentaire, c'est l'accusation d'antisémitisme portée contre donc ceux qui sont considérés comme des islamo-gauchismes, où il y a une confusion volontaire créée entre antisionisme, anti-impérialisme, défense de la Palestine et antisémitisme, où également on parle d'un nouvel antisémitisme qui serait un nouvel antisémitisme qui viendrait des banlieues, qui viendrait de l'islam, qui viendrait des musulmans. Ouria, je vais te faire réagir sur cette question-là parce que tu as encore été la cible d'une polémique très récemment. Juste avant ça, j'aimerais qu'on écoute plusieurs extraits sur cette confusion établie entre antisémitisme et antisionisme. On revient et je m'adresse à toi. Cœur dans la mobilisation islamo-gauchiste. Certains pays arabes ont lancé un appel en vue de rétablir la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de novembre 1975 qui qualifiait le sionisme de racisme. Caroline Forest a été témoin de ce second souffle donné à l'alliance entre islamisme et gauche radicale. Et où j'ai vu des antiracistes faire la courte échelle à des types qui tenaient des propos antisémites, à des mouvements qui faisaient circuler des tracts négationnistes. Et ça, c'était justifié. Moi, ça m'a sidérée, parce qu'à l'époque, c'était très nouveau. Donc je comprenais que quelque chose se passait de très grave, et on était assez peu à l'époque, parmi les antiracistes présents à cette conférence, à être traumatisés, mais il y en avait. Il y avait une partie qui était vraiment traumatisée par cette attitude qui annonçait les 10 ans qui allaient venir, et qui annonçait un peu quelque part les réactions au 11 septembre. Par la haine. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas, en réalité, qu'il y ait de juifs en France, et ils ne veulent pas qu'il y ait d'Israéliens en Israël. Donc, où on met les juifs? C'est ça la question pour l'islamo-gauchisme. La vraie question, elle est là. On les met où? Sur quelle planète, avec un air respirable? À quelle planète ont-ils pensé autre que la Terre? Un certain nombre d'intellectuels qui ont fréquenté de très près l'extrême gauche ont toujours supposé qu'il y avait peut-être un fond d'antisémitisme derrière la mise en avant de la lutte antisioniste. Aujourd'hui, sincèrement, on n'a plus aucun doute. Ce qu'on a remarqué très souvent dès le départ, c'était quand même la concomitance entre les mouvements pro-palestiniens et des discours antisémites extrêmement enracinés, puisqu'ils vont reprendre à la fois le vieil antisémitisme avec ses caricatures de les juifs ont de l'argent, des mains crochues, des nez crochus, etc., avec un antisémitisme très religieux, très culturel, où on a presque l'impression que finalement la mort des juifs, c'est... Alors bon, on vient d'entendre donc ces différents passages donc de Philippe Valls, Céline Pina et Caroline Forest. Donc comme je le disais, cette confusion généralisée qui est faite entre antisionisme, antiracisme, défense de la Palestine, et aussi donc une forme d'essentialisation des juifs, comme si tous les juifs défendaient Israël, comme si tous les juifs étaient sionistes. Ouria, je le disais juste avant, tu as écrit un texte en répondant à la polémique sur les accusations sur l'antisémitisme dont a été victime Miss Provence, où tu disais, dans le sillage d'Aimé Césaire, qui ne disait « on ne colonise pas innocemment », toi tu disais « on n'est pas israélien innocemment », et tu disais même « on n'est pas français non plus innocemment ». Ce qui voulait dire, il faut prendre ses responsabilités quand on vit dans un pays colonial qui applique l'apartheid, etc. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu cette polémique et surtout éclaircir un petit peu cette question sur l'antisémitisme, l'antisionisme qui est... Là, ce serait peut-être intéressant aussi de revenir sur ces intellectuels que je nommerais néoconservateurs qui passent leur temps effectivement à créer cet amalgame, à entretenir l'amalgame entre antisémitisme et antisionisme, quand nous, mouvement décolonial, on fait tout, strictement tout, pour précisément faire la différence et expliquer en quoi l'antisionisme est un rapport au monde, est un rapport à l'anticolonialisme, comment l'antisionisme est fondamentalement antiraciste et anticolonial, et comment effectivement, en même temps qu'on promeut cette idée d'antisionisme, parce que nous sommes profondément effectivement anticolonialistes, et bien comment en même temps on mène la bataille contre l'antisémitisme. Et il se trouve, et ça a été le cas dans ce documentaire, où je suis attaquée évidemment comme toujours comme une antisémite, et je me souviens que dans ce documentaire, ils prennent comme référence un discours que j'ai fait aux 10 ans du pire. Et il se trouve que dans ce discours-là, ce que je fais, c'est une critique fondamentale de Soral, du soralisme qui effectivement tente d'entraîner
l'opinion indigène dans la mouvance, ou dans l'histoire, en tout cas essayer de l'inscrire dans l'histoire de l'antisémitisme européen. Et nous, on est là, et justement, on ne ménage pas nos efforts pour précisément empêcher cette confusion de se faire. Et donc, au contraire, on est là pour clarifier les choses. Voilà. Et je trouve intéressant de voir que, et je crois que eux le savent, ils savent qu'on est là pour clarifier. C'est la question. Ils savent qu'on est là pour clarifier. Ils savent qu'on est l'antithèse des antisémites. Ils savent qu'on est une espèce, au contraire, de bouclier, en fait. Hein. Et ce qu'ils tentent de faire lorsqu'ils veulent notre tête, c'est qu'il n'y ait plus de place à la raison sur cette question-là, et que finalement, il n'y ait que des voix antisémites qui puissent s'exprimer publiquement. Si on veut notre tête, c'est justement parce que nous sommes de ceux qui ne ménageons pas nos efforts pour empêcher l'émergence de toute forme d'antisémitisme, tout en préservant le combat juste pour la libération de la Palestine. D'ailleurs, dans ton texte, tu rappelais aussi que il y a eu une résolution de l'ONU qui a appelé à condamner le néonazisme, et les pays occidentaux se sont abstenus ou ont rejeté cette résolution. Mais oui, mais en fait, je le dis vraiment sans prétention, mais je pense que la conscience avec un grand C, elle est de notre côté, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne semble se rendre compte du danger idéologique dans lequel nous sommes, dans lequel l'Europe est. Effectivement, se rendre compte ou réaliser que la plupart des pays européens, la plupart, France, Italie, Grande-Bretagne, Allemagne, ont refusé de condamner une résolution de l'ONU qui dénonce le néonazisme. Ils s'abstiennent pendant que l'ensemble des pays du Sud votent en sa faveur, pendant que les États-Unis votent contre. Bon, je veux dire, cette résolution qui a été votée au mois de décembre, il faut la lire au regard de ce qui s'est passé là aux États-Unis avec les néo-nazis qui sont rentrés dans le Capitole. Je veux dire, c'était des nostalgiques de l'époque d'Auschwitz quand même. Bon, ils le cachaient pas, je trouve que précisément, justement, on voit où sont les connivences. On voit où sont les connivences. Voilà. Où sont toutes ces consciences qui s'attaquent au mouvement décolonial, antisioniste? Où sont toutes ces consciences qui s'attaquent à nous lorsque précisément il y a un danger mortel qui menace l'Europe, qui est à nos portes, et que personne, et dont tout le monde détourne les yeux? C'est ça le véritable problème. Je voulais juste apporter une précision sur le vote à l'ONU, c'est que les forces occidentales trouvent comme prétexte à cette abstention de la résolution qu'en fait ce vote a été engagé par la Russie. Et en gros, non mais il a été effectivement engagé par la Russie, mais en gros ils accusent la Russie d'user ça en termes politiques pour attaquer l'Ukraine. Mais le problème c'est que les forces occidentales ont des intérêts stratégiques à soutenir des puissances en Ukraine qui flirtent avec le néonazisme. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Europe qui se fait la grande défendeuse de la cause humaine et qui prétend attaquer le nazisme, quand il y a des intérêts stratégiques, arrive à être un peu plus conciliante, à se dire mais quand même là c'est difficile. D'ailleurs Judith, tu le rappelais tout à l'heure, cet extrait dans 28 minutes où tu évoquais donc l'impérialisme français comme une grille d'explication des attentats qu'il y a en France. On t'avait rétorqué, tu étais une islamo-gauchiste, etc. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que, en fin de compte, cette accusation d'islamo-gauchisme, elle n'a pas aussi pour but de faire taire toute forme de discours anti-impérialiste, anti-colonialisme qui romprait en fin de compte avec absolument. En tout cas, là, c'est le rôle qu'elle jouait à ce moment-là où j'étais dans une proposition, un énoncé qui était anti-impérialiste. Et c'est ce qui se produit pour l'amalgame antisémite, antisioniste. Le fait de prétendre que l'antisionisme est un antisémitisme est une manière d'interdire toute pratique politique anti-impérialiste, anticolonialiste, antiraciste. Ça n'est plus possible d'être anti-impérialiste si on considère que dès qu'on applique ça à Israël, on est antisémite. Donc c'est vraiment une criminalisation d'une lutte politique qui continue d'être absolument indispensable à travers le monde. Moi, je voudrais insister sur cette question de l'amalgame entre antisémitisme et antisionisme parce qu'il est pratiqué non seulement par les locuteurs dans le documentaire, c'est leur manière de parler, mais il y a aussi des effets par le montage, en fait, qui produisent un amalgame perpétuel entre antisémitisme et antisionisme. Par exemple, à chaque fois qu'un des locuteurs va dire
par exemple, un tel dit « La gauche reste souvent sourde face à l'explosion de l'antisémitisme ». On affirme comme ça qu'il y a une explosion de l'antisémitisme. Donc nous, on attend la preuve par l'image, on attend la démonstration visuelle. Qu'est-ce qu'on a comme illustration visuelle ? On a une manif de soutien à la Palestine avec la pancarte « Stop à la collaboration avec le terrorisme israélien » et un autre pancarte qui dit « Israël, danger pour l'humanité ». Donc en fait, on a des pancartes, des énoncés qui sont anti-sionistes, c'est des énoncés politiques, et c'est ça qui est censé donc faire illustration pour l'antisémitisme de ces protagonistes. Il y a un autre moment où un ancien élu PS, la Pupponi, dit il y a eu une manif à Sarcelles où on a entendu mort aux juifs, mort aux juifs. Alors il le dit, et à ce moment-là, on a des images de la manif, donc on attend la preuve par l'image, et en lieu et place d'une preuve par l'image de l'antisémitisme, on a une image de manif, effectivement, avec écrit Israël assassin. Donc c'est toujours la même chose, c'est de l'antisionisme qui est requalifié d'antisémitisme sans même un effort de démonstration. Il n'y a même pas besoin, en fait, d'argumenter. C'est simplement, on associe, c'est ça le principe de l'amalgame, hein, on associe un énoncé qui dit une chose avec une image qui en dit une autre, et à force de répéter constamment cette association, ça finit par faire un discours d'égalité, d'identité dans la tête du spectateur. Il est censé se produire le résultat que, oui, c'est la même chose, en fait. Et donc, toutes les luttes anticoloniales, antiracistes, se trouvent annulées dans cette confusion, répétée tout au long du documentaire. À un moment donné, dans le documentaire, toujours pour illustrer l'antisémitisme, on voit mon visage. Ah oui. Quand c'est ton visage, mais il arrive par ailleurs qu'on montre une photo en prétendant qu'il s'agit de toi et c'est même pas une photo de toi. Par ailleurs, oui. Ce qui est d'autant plus inquiétant, à la limite, et c'est là où on voit quand même la force de frappe, parce que c'est là où vraiment j'insiste de prendre au sérieux ces accusations-là et donc de décrédibiliser toute forme d'anticolonialisme, d'antisionisme, c'est que ces discours-là sont repris au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron a expliqué que l'antisionisme, c'était de l'antisémitisme et qu'il y a même une loi prévue à cet effet pour criminaliser l'antisionisme, qui sera en fin de compte une sorte de délit d'opinion. J'aimerais juste... tu voulais réagir sur le passage de Danny Trom, où il fait cette distinction entre racisme et antisémitisme. Oui, alors c'est à 56 minutes, oui. Il y a Danny Trom qui essaye de faire la différence entre le racisme et l'antisémitisme. Tu peux rappeler qui il est? Danny Trom, c'est un sociologue qui est chercheur au CNRS et qui travaille sur les questions juives. Donc moi, je ne connais pas du tout ses travaux, donc je ne vais pas juger la pertinence de ses travaux. On peut faire des très bons travaux académiques, mais avoir des positions politiques assez problématiques. Noiriel, c'est un exemple, qui est très bon en termes académiques, mais pour le reste, on va laisser tomber. Et donc déjà, il essaye de faire de présenter la différence entre le racisme et l'antisémitisme. Donc déjà, il tombe dans cette idée que l'antisémitisme, ça serait autre chose que du racisme. Donc c'est une idée dangereuse parce que ça mène certains à considérer que c'est même pire que le racisme. On se rappelle de cette phrase de Olivier Jay sur France 3 quand il y avait le journaliste qui lui avait demandé un avis sur un acte raciste et lui avait répondu antisémite. Pas raciste, antisémite, donc c'est pire. Donc voilà, on a vraiment ces réflexes-là. Et donc la distinction qu'il fait entre le racisme et l'antisémitisme ne tient pas la route, parce qu'il explique qu'en fait le racisme, c'est la discrimination de groupes sociaux, de catégories raciales, dans le but de les rabaisser et de les dominer, de les exploiter. Alors que l'antisémitisme, ce serait l'inverse. Donc ce serait pour lui, non pas de les dominer, mais de les présenter comme dominants. Alors, pour un sociologue, c'est quand même une telle confusion, c'est quand même assez problématique parce que il confond la forme dont prend le racisme et l'objectif du racisme. Tout racisme, même l'antisémitisme, a pour but de discriminer et de dominer un groupe racial. Mais, par exemple, si l'antisémitisme c'était l'inverse, ça voudrait dire qu'on discrimine les juifs pour les mettre en place de domination. Voilà, c'est complètement bête. Donc en fait, il confond la forme que prend le racisme et l'objectif du racisme. Et donc c'est pour ça que nous, dans l'antiracisme, on parle de racisme en général, qui a toujours pour but de dominer une catégorie raciale, et ensuite on va parler de différentes formes du racisme. La négrophobie, la romophobie, l'islamophobie, et l'antisémitisme. Et chaque racisme a des particularités. C'est vrai que l'antisémitisme, il va avoir une particularité, c'est qu'on va présenter les juifs comme dominants, les juifs comme dans l'ombre, comme tirant les ficelles, comme banquiers. Donc c'est pas du tout, c'est vraiment d'autres clichés qui rentrent en jeu. Mais l'objectif final, c'est quand même de dominer. Les nazis, quand ils propageaient leur propagande antisémite, c'était pour le but de légitimer l'extermination. Donc voilà, de la part d'un chercheur du CNRS, ce genre de différence, moi je trouve ça affligeant, quoi.
On peut développer, je pense, sur cette question du racisme, puisque donc les islamo-gauchistes sont accusés d'être des racialistes ou de voisiner avec des racialistes. Ce mot, évidemment, est complètement diffamatoire. Le racialisme postule l'existence de races biologiques, ce que ne fait absolument pas l'antiracisme pratiqué dans le mouvement décolonial, qui considère que la race est un fait social, un construit social, et non pas du tout un fait biologique. Donc déjà, on est diffamé dans ce documentaire. Mais on peut repérer les indices, par ailleurs, d'une forme d'imaginaire raciste qui est très présent dans tous les locuteurs, chez tous ces néoconservateurs. En fait, on entend, il y a des affleurements dans le discours, il y a des énoncés racistes. Je pense par exemple à Zora Bitan, quand elle dit dans le documentaire, elle nous reproche de protéger systématiquement tout ce qui touche le maghrébin, le musulman, l'habitant des quartiers sans aucune distinction. Elle conclut, c'est d'un racisme supraviolent, sans même se rendre compte que là, l'essentialisation à laquelle elle vient de se livrer, en disant le maghrébin, enfin, on a prouvé depuis longtemps que ce genre d'énoncé, d'utiliser l'article définit le comme si un représente la totalité de son essence, toute l'essence est dans l'un. Ça, c'est typiquement une tournure tout à fait raciste. Cette même Zora Bitan qui va nous reprocher, à nous les islamo-gauchistes, ces gens-là choisissent leurs opprimés, l'oppression des femmes partout dans le monde, ça les intéresse pas, que 90% des femmes dans les pays musulmans ne vivent pas librement au sens où moi je le conçois, ça ne les intéresse pas. Elles lâchent ça. La liberté au sens où moi je le conçois. Donc la seule référence de la liberté, c'est la liberté telle que moi je la conçois. On a un ethnocentrisme complètement déboutonné, qui est évidemment, l'ethnocentrisme, c'est la base de l'inclination raciste. C'est à partir de là que ça va découler. Et quand on écoute tout ce que dit Caroline Fourest sur la métaphore du barrage, il faut faire un barrage. Contre quoi fait-on un barrage ? On fait un barrage contre une vague qui monte. Et cette vague, ce déferlement, c'est Zora Bitan, évidemment, qui va être la plus explicite sur le fait qu'il y a une submersion qui se prépare. Elle parle de la submersion qui se prépare en France. Submersion par quoi ? On ne sait jamais. Si c'est les musulmans, les islamistes, les fondamentalistes, on ne sait pas, puisque amalgame complet. Mais cette idée d'une vague, d'une submersion, d'où vient-elle ? C'est le discours d'extrême droite, bien sûr. Mais il joue sur le flou. Ah oui, mais c'est le vocabulaire de l'extrême droite. La menace, le principe d'une menace, l'idée qu'on va être la submersion migratoire, c'est un mot de Marine Le Pen. Alors, chez nos amis néoconservateurs, enfin, on ne peut pas les appeler des amis, chez nos néoconservateurs, là, ils ne parleront pas de la vague migratoire. Ils ne qualifient pas la forme de cette vague. On devine que c'est une vague en rapport avec l'islam, donc c'est un problème culturel plus que ethnique, mais en fait, le résultat est exactement le même. Ils se sentent menacés par une vague qui va les submerger, à laquelle il faut faire barrage. En fait, c'est un fantasme qui est complètement d'extrême droite et qui est complètement raciste. Ils sont vraiment dans le choc des civilisations, dans le choc des cultures. Il y a aussi ça chez Philippe Val, qui est lui en roue libre. En roue libre, totalement. Mais il a vraiment la sémantique de l'animal sauvage, où il va dire on peut pas apprivoiser ça. Il y a des gens qui pensent qu'on peut apprivoiser ça, mais on peut pas. Il faut buter tout ça. Après, il se dit, bon, je dis pas qu'il faut buter, mais comme il y a plusieurs fois où il revient sur ça, sur le monstre, on va pas pouvoir les contenir. Donc il y a vraiment cette sémantique-là qui revient. Oui, et vraiment, là, nous, on cite nos sources. Je tiens beaucoup à insister sur la rigueur méthodologique. Wissam et moi, on a pris des notes. Donc là, toutes les citations qu'on propose, ce sont des verbatims rigoureux. C'est les termes exacts. Philippe Val, par exemple, conclut l'une de ses interventions à propos des maires de ville, les élus de municipalité. Les maires seraient complaisants au nom de la diversité, mais en réalité, ils ont peur. Ils pensent qu'en autorisant ce qu'ils autorisent, ils vont échapper à la bête, au monstre. Je dis ça pour qu'on comprenne bien que ce que Wissam vient de dire, c'est pas qu'on réinterprète leurs propos, c'est vraiment des verbatims. Ils emploient pour parler de la menace musulmane, islamico-islamiste, on ne sait pas trop. Ils appellent ça la bête, ils appellent ça le monstre. C'est pas du racisme, ça. Je sais pas ce qu'on C'est très cocasse de la part de gens qui se réclament de Charlie, de la liberté d'expression, d'être dans une virulence, dans une véhémence envers un courant un courant construit, rationnel, critique, mais qui ne rentre pas dans leur grille de lecture. Non, mais ce que je voudrais rajouter par rapport à eux, c'est que ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'ils se sont affranchis de toute contrainte morale. Ils n'ont aucune espèce de contrainte éthique qui pèse sur eux. Ils sont absolument libres de dire tout et n'importe quoi. Quelqu'un comme Bruckner, il pousse le vice jusqu'à citer James Baldwin. C'est-à-dire que c'est quand même au nom de James Baldwin qu'il vient nous critiquer. Je veux dire, James Baldwin, il cite aujourd'hui, il lui crache à la gueule. Mais le mec n'hésite pas. En fait, ils sont sur quelle planète on a le droit à un tel niveau de forfaiture, en fait. Sur quelle planète on a le droit d'être aussi malhonnête. Je veux dire, même le mot malhonnête... Et au calme. Je trouve que le mot malhonnête est faible. Parce que nous, en fait, dans le mouvement qu'on représente,
au-delà de nous, je veux dire, il ne s'agit pas simplement de parler des décoloniaux, mais disons la gauche, l'extrême gauche, la gauche radicale, même si on n'est pas une seule et même famille, mais on sait que s'impose à nous un minimum de rigueur intellectuelle. C'est-à-dire que parce qu'on veut transformer la vie sociale, on a besoin d'être juste un minimum collé à la réalité sociale. On a besoin, on affronte la réalité sociale, on affronte ses contradictions. On a besoin donc quand on parle, on a des références. Quand on parle, on argumente. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une rigueur intellectuelle que eux n'ont pas. Et je suis complètement affligée de voir, même dans mon cas à moi, parce que moi, je suis vraiment... Moi, je pense qu'il faut étudier... Non, mais moi, je pense qu'il faut étudier mon cas, parce que je pense qu'il ne fait naître que du fanatisme en face. Parce que, contrairement à eux, lorsque j'avance, le texte, par exemple, qui vient d'être incriminé, là, sur Miss France, je veux dire, c'est un texte écrit, documenté, argumenté, je veux dire, avec un raisonnement, avec une filiation politique. Voilà, j'ai un tas de choses que moi que je convoque pour me permettre, oser me permettre d'avoir une position dans le débat public. C'est-à-dire que je n'y vais pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'y vais avec des armes. Avec des armes théoriques, avec des armes rhétoriques, avec une argumentation. Mais eux, en face, ce camp dont on parle, n'a pas besoin de ça. Ils affirment, ils assènent, ils accusent, ils jettent des anathèmes. C'est ça qu'il fait, et ça suffit. Il fait même pire que ça, parce que là, je pense qu'il faut dire aussi pour toutes les citations apocryphes, le fait d'inventer des citations en prétendant que tu aurais écrit cela, ou de prêter des énoncés à des gilets jaunes. Enthoven fait ça à propos des gilets jaunes. Il a donc cette analyse superbe. Les gilets jaunes ont tenté de prospérer sur le sentiment que le gilet jaune était une étoile jaune ou que le gaz lacrymogène était comparable aux Zyklon B. Alors, jamais j'ai entendu un gilet jaune m'écrire ça. Alors, c'est possible qu'un jour, un taré ait déposé un commentaire sur Twitter qui est tombé sous le regard d'Enthoven, qui a cru pouvoir généraliser de ce taré-là à l'ensemble des gilets jaunes. Ils l'ont pensé très très fort et Enthoven a pu il a pu percevoir ça. Et s'agissant des citations apocryphes à propos d'Ouria, il faut redire, puisqu'apparemment ça n'est pas entendu, Caroline Forest continue de prétendre dans ce documentaire que, soi-disant, Ouria Boutelja affirme qu'on ne doit pas dénoncer un viol commis par un immigré, que c'est de la trahison communautaire. Ouria n'a jamais écrit ça, Ouria n'a jamais dit ça. On peut aller consulter le livre, ce n'est pas une citation d'Ouria Boutelja. De même, Bruckner affirme que son texte serait un cri de haine contre les Juifs, qui dirait que les Juifs sont les francs-tireurs de la blanchité. Je pense qu'il confond avec les tirailleurs sénégalais. Il mélange un peu. C'est l'impensé colonial, dire. Voilà, que les Juifs sont là pour écraser les musulmans partout dans le monde. Alors bon, Ouria n'a jamais écrit ça. J'ai relu Les Blancs, les Juifs et nous. Je cherche toujours les citations produites par les néocons. Elles n'existent pas. Donc ça, c'est plus que de la malhonnêteté. En fait, là, tu pourrais attaquer en justice. Je sais que tu veux pas le faire, mais en réalité, il y a matière. Ce sont des délices qu'ils font. Le mot malhonnêteté ne suffit pas ça. Pour les décrire. C'est un euphémisme, vraiment. C'est de l'escroquerie, ce qu'ils font. Du cynisme. C'est de l'escroquerie intellectuelle, mais qui devient vérité. C'est-à-dire que ça s'impose comme une vérité. Par la répétition. Par la répétition, elle est tellement partagée que ça ne se discute plus. Et par exemple, ce passage, effectivement, qui a été dit et répété, Ouria Boutelja a dit qu'un homme noir avait le droit de violer une femme noire. Bon. Merci à Guénolé. Merci à Guénolé. C'est lui qui a lancé C'est lui qui a lancé cette rumeur. Et les gens ont cru vraiment que c'était écrit mot pour mot comme ça. Non mais c'est vrai, c'est que cette phrase, elle est en préface d'un livre de Schiappa, écrite par Enthoven. C'est-à-dire qu'en fait, à un tel niveau d'imposture, qu'est-ce qu'on peut vouloir dire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est facile à prouver que c'est pas vrai. Mais simplement, c'est dit, redit, et je veux dire, je sais pas, il y a... Enfin bon, voilà. Donc en fait... Il y a matière à attaquer en justice quand même. C'est de l'escroquerie, c'est un délit, c'est de la diffamation. En fait, c'est un gros dossier juridique. Parce que moi, je suis en train de lire Bruckner. Là, oui, je m'inflige des douleurs. Voilà, parce que je pense qu'il faut aussi lire nos ennemis. Mais il fait plusieurs citations de ton livre et il fait la source de ton livre. Mais là, il fait aussi la citation sur le viol. Il n'y a pas la citation de ton livre. Il n'y a pas la référence. Il n'y a pas la référence de son livre. Donc tu sais que c'est pas dedans. Ils ont une force de frappe impressionnante avec les relais médiatiques, politiques qu'ils ont. Mais ce qui est extraordinaire, mais c'est toujours la même rhétorique, c'est de dire
nous sommes assiégés, nous n'avons... en gros, les islamo-gauchistes auraient le droit de citer, ils seraient de partout, ils auraient leur place à l'université, dans les médias, et qu'eux seraient de simples résistants face à la menace qui guette. D'ailleurs, il y a Philippe Val qui, donc après ses élucubrations, dit j'aimerais vous faire réagir là-dessus, et c'est quelque chose qui revient systématiquement, de dire en gros, les islamo-gauchistes se concentrent et sont obsédés par Israël, par l'Occident, mais ils ne disent jamais rien sur la Syrie, sur les Kurdes, sur la Turquie, sur la Chine, les Ouïghours, etc. Il y a comme si vous étiez obsédés par Israël et l'Occident, et toute autre forme d'oppression ne vous intéresserait pas. Est-ce que... Alors moi, dans mon dernier spectacle, celui qui ne peut pas être vu en ce moment parce que tous les théâtres sont fermés, justement, on passe beaucoup de temps avec les Kurdes au Rojava, donc je comprends pas du tout pourquoi on peut me dire que je regarde que Israël, où je suis jamais allée, que je connais pas bien. Je connais beaucoup mieux la question kurde, j'avoue, et ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est encore une fois une accusation qui n'a strictement aucun sens. Ça n'apparaît pas dans le documentaire, mais c'est une question que j'aimerais aussi vous poser, qui... chez des militants en tout cas revient, ou des personnes qui sont accusées d'islamo-gauchisme, c'est de faire cette comparaison entre les accusations d'islamo-gauchisme, les mécanismes discursifs sur l'islamo-gauchisme, et dans les années 20 et 30 sur le judéo-bolchevisme. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez cette comparaison pertinente? Est-ce que elle dit quelque chose, ou est-ce que ce sont des époques différentes, ou voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus, ou alors non, mais je pense que c'est toujours intéressant de voir l'évolution et tout. Mais après, ça, c'est des débats plus compliqués ou plus complexes où il faudrait vraiment voir moi, je connais pas assez les particularités historiques qui ont fait que à l'époque. Quels sont les faits qui ont parlé de judéo-bolchevisme, mais c'est toujours intéressant de voir comment l'ennemi principal, l'ennemi intérieur va changer. Et bien sûr, moi je comprends la tendance de certains militants de vouloir faire les parallèles, et c'est très intéressant, mais je pense qu'il faut aussi faire attention aussi sur les trucs, mais ça reste quand même une comparaison intéressante de voir vraiment comment, selon l'histoire, l'ennemi intérieur peut changer. Comment se construit l'ennemi. Il y a quand même sans connaître cette histoire, il y a quand même un parallèle qu'on peut faire, qui est que aujourd'hui, ce sont les mouvances de gauche et d'extrême gauche alliées aux populations les plus stigmatisées que sont les musulmans aujourd'hui, qui sont accusés d'islamo-gauchisme. Dans le passé, c'était les mêmes fractions de la gauche et de l'extrême gauche qui alliés aux juifs, qui étaient donc la population opprimée de l'époque, qui sont taxés de judéo-bolchevisme. C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux cas, on a quand même quelque chose qui est très similaire, qui est qu'on stigmatise des résistants. C'est ça, on stigmatise les résistants. C'est une arme contre toute forme de résistance à l'ordre politique, social, économique de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière d'annihiler toute forme de résistance. C'est quand même, à mon avis, l'objet principal de ce stigmate. Et si on pousse la comparaison, est-ce que le fait de... connaissant ce qui s'est passé ensuite dans l'histoire, est-ce que, en fin de compte, le terme d'islamo-gauchisme n'annonce-t-il pas ici ou là, ce que pourrait être une répression, ce que pourrait être un terrorisme d'État, je ne sais pas, envers justement les musulmans et une partie de cette gauche radicale qui soutiendrait ici ou là les musulmans. On essaie de faire barrage pour le coup, justement. Je pense qu'on est en train d'activer le plus possible de vigilance pour que la communauté musulmane, les musulmans, ne soient pas le prochain peuple bouc émissaire. On sent bien, malheureusement, que dans le monde occidental en général, c'est quand même un peu ça qui est en train de se passer. Ce sont les musulmans qui sont en train de devenir, décennie après décennie, le peuple, la fraction de population désignée comme responsable de tous les maux. Et là, ce documentaire produit exactement cette impression, qu'on est en train de désigner les musulmans en général, puisqu'on précise jamais si c'est les fondamentalistes, les islamistes, les frères musulmans, les salafistes, tout le monde est dans le même paquet et tout, que dès lors qu'on pratique l'islam, apparemment, on est soupçonné d'être dans un projet totalitaire. C'est ça, on sent que dans les mots de Forest, c'est tout à fait explicite, et dans le vocabulaire des autres, c'est moins éloquent, mais c'est toujours ça. Il y a un projet totalitaire chez tout musulman. Un projet de remplacement, de grand remplacement. On retrouve la figure du grand remplacement popularisé par Renaud Camus. Eux, ils sont dans le fantasme du grand remplacement. C'est un préjugé islamophobe extrêmement toxique
qui pourrait très bien donner lieu à une catastrophe, bien sûr. Et pourquoi on est alliés, pourquoi on résiste ? Parce qu'on essaie de faire en sorte que cette catastrophe n'ait pas lieu, quoi. Après, en fait, c'est ça le problème que j'ai avec les parallèles, c'est que après on a trop tendance à penser que ça va se répéter de la même façon. Oui, c'est un peu le problème qu'on a avec le fascisme, et c'est pour ça que c'est intéressant, par exemple, le livre de Hugo Paletta qui va expliquer que le fascisme peut revenir, mais sous une autre forme. Ça va pas être le fascisme des années 20-30, et donc voilà, il y a des comparaisons intéressantes sur, comme j'ai dit, sur l'ennemi de l'intérieur, mais il faut pas croire que ça va prendre exactement les mêmes mécanismes. Ça peut déboucher sur d'autres trucs, parce qu'il faut pas oublier que ce qui change par rapport aux années 20, c'est que il y a eu la Shoah, il y a eu tout ça, donc voilà, il faut pas entrer dans l'idée que... Oui, mais on a déjà repéré le changement, c'est que là, ils sont en train de s'en reprendre aux signes religieux, c'est la pratique religieuse, alors que l'antisémitisme ne reprochait pas spécialement, je crois, aux Juifs d'avoir une pratique religieuse et de la rendre visible dans l'espace public. Et effectivement, on retombe sur la question du complot juif, la banque Rothschild, ce seraient les dominants, hein, et donc dans l'antisémitisme, il y avait cette accusation de dominer de manière secrète le monde par l'argent. Et donc, en fait, la métamorphose, elle a eu lieu. Aux Arabes, on ne reproche pas d'être Arabes. On reproche aux musulmans d'avoir un projet islamique totalitaire. Déjà, le langage a changé. Et sous couvert de cette accusation, en fait, portant uniquement sur la pratique religieuse, eh bien, tous ces néocons se croient tout à fait propres sur eux, ne pratiquant absolument pas un racisme comparable à l'antisémitisme des années 30, puisque eux, ils ne reprochent pas à des gens d'être ce qu'ils sont. Ils reprochent à des croyants d'abuser dans leur revendication de transformation de la société. Donc eux, c'est la visibilité qui est mise en place. Bien sûr que ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est intéressant parce que d'un moment, dans un reportage, ce que tu dis, par exemple, c'est pas du racisme parce qu'on parle des musulmans, et d'un coup, il dit beaucoup de personnes d'origine musulmane. Donc on se dit, mais alors c'est une origine, c'est pas une origine. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a un thème, et on va passer là-dessus maintenant, hein, le thème du féminisme aussi qui revient dans ce documentaire, qui s'ouvre sur une ode qui s'ouvre par les viols de personnes à Cologne, donc en 2005 ou en 2015, 2016, jour de l'an 2015-2016, ouais, où on a accusé des migrants, où on s'est rendu compte ensuite que c'était complètement faux. Pas complètement faux. Attention, je pense qu'il faut qu'on soit prudent aussi. Ouais. À l'arrivée, il y a eu 52 mises en examen. La majorité de ces mises en examen étaient pour des faits de vol et non pas des faits de viol. Parmi ces mis en examen, il y avait des Allemands, un Hongrois, donc pas que des réfugiés. Donc il y a quand même quelques faits qui sont avérés. Donc c'est pas complètement faux. Une fake news, c'est pas complètement une fake news, mais par contre, c'est sur les migrants, je disais moi. Voilà, sur les migrants, bien sûr, complètement fausse sur les migrants. Voilà, il n'y avait pas du tout autant de réfugiés que ce que vous voulez dire. Non, ce que je voulais dire, c'était complètement faux sur l'accusation sur les migrants, comme quoi ils étaient les seuls et uniques responsables de ce qui s'était passé. Et donc il y a une ode à Kamel Daoud qui est faite, qui aurait, le nouveau Camus camusien, c'est ce que dit Raphaël Enthoven, et qui aurait donc pointé du doigt avec ce grand courage qu'on lui connaît la misère sexuelle qui caractériserait les musulmans et les populations venues du Maghreb, etc. Donc on va écouter l'extrait et on revient ensuite et on continuera sur la discussion. La faute à l'islam ? Que des féministes aujourd'hui vous disent qu'il ne faut pas dénoncer un viol ou qu'il ne faut pas dénoncer la montée du voile parce que ça peut faire le jeu de certains racistes, ça veut dire qu'elles ont renoncé à être féministes par antiracisme. Ça, c'est la grande victoire de ce qu'on appelle le féminisme intersectionnel, qui part d'une bonne intention, dénoncer les discriminations croisées. Quand vous êtes, par exemple, une femme et noire, vous pouvez être victime de multiples discriminations, mais qui ne s'est pas contenté de ça. Ça, on est tous d'accord avec ça. Le féminisme intersectionnel, aujourd'hui, la dérive intellectuelle universitaire de ce féminisme-là est devenue le fait d'intimider les féministes universalistes, en les réduisant à des féministes blanches, même si elles ne sont pas blanches, elles peuvent être algériennes, elles vont être traitées de féministes blanches parce qu'universalistes, et de leur expliquer en gros qu'elles ne peuvent pas dénoncer l'excision, le voile, le viol commis par certains violeurs s'ils sont d'origine immigrée, parce que ça fait monter le racisme. Bon, là, on vient de voir un condensé assez éloquent de ce qu'on appelle le féminisme universaliste, de ce que Françoise Vergès appelle le féminisme civilisationnel. Alors donc, pour Fourest, le seul féminisme véritable et digne de ce nom serait donc ce féminisme universaliste. J'aimerais te poser la question à toi, Ouria. Est-ce que tu te reconnais dans ces accusations donc de féministes intersectionnels? Je ne pense pas. Et surtout, qu'est-ce que la femme indigène a à répondre à ce genre de... Alors, moi, je ne suis pas une féministe intersectionnelle,
Mais là, je dois dire que face à Caroline Forest, je ne peux que défendre des féministes intersectionnelles qui ne disent absolument pas ça, qui dénoncent très fermement toutes les violences qui leur sont faites à l'intérieur même de leur communauté, mais qui disent que, en même temps, elles refusent toute forme de stigmatisation et de racisme qui touche de manière générale leur communauté parce que le sexisme, le patriarcat est quelque chose, hélas, de très partagé et que on trouve des violences sexistes partout dans la société française et en dehors de la société française, à tous les échelons de la société. Et j'ajoute même que le sexisme le moins dénoncé est celui des classes dominantes, tout simplement parce que les hommes de la haute sont absolument inattaquables. Je veux dire, en fait, c'est tout le contraire qui se passe dans la réalité, c'est que les hommes indigènes sont 10 fois plus ciblés et dénoncés comme sexistes que les hommes blancs bourgeois dominants. En fait, c'est exactement l'inverse. Ce que nous disons en tant que mouvement décolonial, d'abord, ça on le dit, on l'assume, on ajoute à cela un prisme qui échappe, c'est une espèce d'angle mort qui échappe au féminisme et à mon avis même au féminisme intersectionnel, qui est que les hommes indigènes sont victimes du patriarcat blanc. Ça, c'est ce que nous, on apporte en plus dans l'analyse, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire un paquet cadeau où on met la catégorie homme en estimant qu'en fait tous les hommes bénéficient de la rente masculine et de la rente patriarcale de la même manière. Non, ça n'est pas vrai. Il y a ceux qui en bénéficient réellement, ce sont les hommes blancs, alors d'abord bourgeois, mais les hommes blancs en général, il faut le dire, et les hommes indigènes. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des avocats qui travaillent sur des histoires de viol, tout simplement, et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'en fait, les prisons sont remplies d'hommes indigènes soupçonnés de viol. C'est-à-dire qu'en fait, la justice n'est pas du tout tolérante vis-à-vis des hommes indigènes en général, et ça, on le sait très bien. Donc, en réalité, ce qu'apporte en partie le féminisme intersectionnel, le féminisme décolonial, le mouvement décolonial, c'est justement un point de vue beaucoup plus matérialiste sur les rapports de genre et explique en quoi même une partie des femmes blanches bénéficient en fait de la domination, sont souvent même structurellement dominants par rapport aux hommes indigènes. Et qu'en réalité, il faut des approches beaucoup plus fines pour comprendre comment tout cela s'imbrique en fait. Sauf que la finesse n'est pas leur force. Alors, elle a fait une chouchouka. Amélie Mello, oui. Elle a fait une chouchouka qui lui permet, elle, d'arriver et de dire absolument tout et n'importe quoi. Sur ces hommes indigènes, Wissam, toi tu travailles, donc tu es doctorant en sociologie, tu travailles sur la question des masculinités subalternes, etc. Qu'est-ce que tu aurais à dire Moi, avant de parler de ça, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Forest, parce que déjà, elle met sur le même plan, vous voyez, le viol et le voile. On ne peut pas dénoncer ni le viol ni le voile. Et je voudrais dire qu'elle me montre quelle féministe dit qu'il ne faut pas dénoncer le viol. Même nous, quand on était au pire, quand on a dénoncé l'affaire Ramadan, on n'a même pas dit qu'il ne faut pas dénoncer Ramadan. On a pointé du doigt la différence de traitement. On n'a même pas cherché à savoir si c'est un violeur ou pas un violeur. C'est même pas notre problème. C'est pourquoi lui, il a ce traitement et pas les autres qui sont accusés des mêmes choses. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle dit aussi qu'elle accuse les gens d'abandonner la cause du féminisme. De la part de Caroline Forest, qui déjà était dans le féminisme le plus institutionnel qui soit. Vraiment le féminisme le moins radical, le plus conforme à la doxa libérale, celui avec qui le régime patriarcal pouvait le plus s'entendre. Voilà, s'entendre, vraiment. Et c'est elle qui s'éloigne de plus en plus des causes féministes, que ce soit notamment par son islamophobie, par son laïcisme, parce que petit à petit, le féminisme arrive à intégrer les critiques décoloniales. Et je voudrais rappeler un paradoxe de l'histoire entre Forest et Ouria. Alors, c'est plus une histoire de sexisme, mais aussi de lesbophobie. C'est l'histoire avec Alice Coffin. Alice Coffin, Forest l'a lâché complètement, en disant que c'était un délire, que c'était des trucs identitaires. Et qui a soutenu Alice Coffin ? Voilà, on rien foutait le chat. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, avec Caroline Forest, à quel moment, toi, tu as abandonné les luttes féministes. Et de toute façon, mais moi, voilà, pour ma thèse, je travaille beaucoup sur ça, sur les masculinités. Donc je suis obligé de lire les travaux féministes. Obligé. C'est horrible. C'est bien dit. Ah non, mais comment c'est vrai, on est obligé, c'est pas grave.
par rigueur intellectuelle. Oui, si tu veux. Je suis obligé aussi de travailler sur. Voilà, non. C'est pas grave, hein. France terrible. Non, en plus, j'adore Daniel Kergoat. Si tu m'entends, Daniel, je t'adore. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il n'y a aucune féministe sérieuse qui travaille sérieusement sur ces questions, qui considère Fourest sérieusement. Et je pense que s'ils devaient faire le choix entre Fourest et Ouria, sincèrement, même si ça leur fendrait le cœur, je pense qu'elles choisiraient le camp de Ouria. Ah, tu crois? Ah, je crois en termes de... Mais moi, je te parle des féministes sérieuses qui travaillent vraiment sur ces questions. Il y a vraiment les féministes matérialistes, marxistes, je pense que... Il y a vraiment cette idée aussi que les féministes antiracistes ont en gros largué les amarres du féminisme en général, quoi. Oui, alors pour enfoncer le clou sur cette affaire-là, il n'y a pas que Fourest qui tient des discours pseudo-féministes dans le documentaire, il y a Enthoven qui vole au secours des violets de Cologne ou de Ramadan. Donc Enthoven qui se scandalise avec beaucoup des effets de manche, toujours très très théâtraux, en disant à propos de Cologne que l'audace eût été de dire la vérité. Alors ça c'est vraiment une ironie extraordinaire. L'audace aurait consisté donc à dire la vérité s'il y a qui a été tu. Voilà, donc nous on dit que la vérité c'est qu'en réalité il n'y a pas eu 1500 migrants qui se sont jetés sur des femmes. Il y a eu donc, je le rappelais tout à l'heure, 52 mises en examen dont la majorité était pour des faits de vol et non pas de viol, et c'était par ailleurs pas des migrants. Tous les agresseurs, ce même Enthoven, donc il y a les yeux de Chimène pour ces femmes quand elles sont agressées par des hommes supposés arabo-musulmans, trouve par ailleurs que DSK et Polanski sont des hommes parfaitement dignes d'être défendus jusqu'au bout du bout. Hein. Donc Enthoven, il a pris la défense de DSK, il a pris la défense de Polanski, donc c'est exactement ce que Ouria démontrait tout à l'heure. Le patriarcat blanc persiste dans une innocence toujours parfaitement préservée par tout le monde. Droit dans ses bottes. On peut être sexiste innocemment quand on est blanc. En revanche, dès que les supposés violeurs sont des arabo-musulmans supposés, alors là, par contre, on est intraitable. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur le 2 poids 2 mesures dans le traitement du sexisme par le camp néocons. Alors, on va passer à une autre séquence qui est pas dans le documentaire, qui est une autre séquence un peu assez éloquente, c'est sur l'entrisme, sur la menace que feraient peser les islamo-gauchistes sur l'université. Ils auraient comme ça mis la main sur notamment les départements de sciences sociales, de sociologie, d'histoire, et que l'université serait infestée par des thèses décoloniales, antiracistes, post-coloniales, enfin bref. On écoute cet extrait extraordinaire de Barbara Lefebvre. Non, Barbara Lefebvre et on revient. Barbara Lefebvre. Moi, j'entends tout à fait votre témoignage de l'intérieur, mais moi je connais aussi beaucoup d'enseignants, de maîtres de conférences notamment, qui doivent subir des pétitions. Alors en effet, vous avez raison, ils participent peut-être pas beaucoup aux élections syndicales, mais alors qu'est-ce qu'ils pétitionnent contre leurs enseignants, contre les invités de leurs enseignants dans certains colloques. Donc croyez bien qu'il y a aussi un public captif d'étudiants qui est un peu une espèce de ventre mou, dans lequel il y a une certaine forme d'inculture historique et politique qui fait que, en ce moment, c'est cet islamo-gauchisme et ces décoloniaux qui ramassent la mise, parce qu'ils sont extrêmement actifs. Donc moi je crois au contraire que ce n'est pas une menace qu'il faut minorer, parce que c'est toujours la même chose. Les minorités tyranniques sont toujours les plus dangereuses. Donc effectivement, il y a une majorité silencieuse qui subit. En septembre 2018, à Paris 7, il y avait eu un projet de colloque qui s'intitulait « Race et discrimination raciale de l'école à l'université ». Et ça, vous en avez pléthore, ce genre de colloques qui sont organisés, où vous retrouvez toujours les mêmes enseignants, Éric Fassin, Françoise Vergès, Nassera Ghenif, voilà, qui sont toujours le même petit corpus d'enseignants qui ont quand même des postes assez prestigieux à l'université, enfin pas pour Madame Vergès, mais on voit bien que ces obsédés de la race, en réalité, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se prétendent être des décoloniaux, mais en réalité, ils ont le discours le plus colonial qui existe, parce qu'en fait, ce sont les rois de l'ethnicisation. Et pour moi qui ai travaillé sur... Bon, donc on voit bien cette virulence de Barbara Lefebvre. Il y a un mot aussi extrêmement grave, et j'aimerais qu'on revienne là-dessus avant de Jean-Michel Blanquer, après l'assassinat de Samuel Paty, où il dit donc l'islamo-gauchisme ferait des ravages à l'université, et il parle même d'auteurs intellectuels de ces attentats, sous-entendu des professeurs, des universitaires qui défendraient ici ou là des thèses décoloniales. Toi,
Wissam qui travaille, qui est doctorant en sociologie, tu es complètement visé par ces accusations. Est-ce qu'il y aurait cette menace, ce spectre islamo-gauchiste à l'université ? Alors moi, il faut savoir que je suis doctorant à l'université et je dois me faire très discret sur ces questions. On m'a clairement dit que sur ces questions, il fallait que je fasse attention. Et est-ce qu'on va regarder l'extrait de Blanquer avant ? Non, on n'a pas pu l'avoir. En fait, c'est intéressant de cet extrait parce qu'on se moque souvent de Valls, qui fait de la lèche à la République en marche. Mais ce gouvernement, il est complètement valsiste, surtout sur ces questions. On a un gouvernement qui accuse l'université de chercher à comprendre des phénomènes comme la radicalisation, comme le terrorisme, et d'essayer d'en expliquer les causes. Et ça, c'est trop. Pour eux, c'est vraiment trop. Pour les conservateurs, il ne faut pas essayer de comprendre, il faut se contenter de condamner. Ou alors, ou plutôt, il ne faut pas comprendre autrement que comme eux, ils voudraient. C'est-à-dire comme un choc des cultures, un choc des civilisations. Il faut simplement voir ces gens-là comme des barbares sanguinaires, des sauvages, qui sont dénués de toute réflexion. Et vraiment, c'est l'idée qu'avait prononcée Valls. Chercher à comprendre, c'est déjà... la culture de l'excuse. Voilà, c'est la culture de l'excuse. Donc, on s'est beaucoup marré sur cette phrase. Chercher à comprendre, c'est déjà excuser un peu. Mais on ne se rend pas compte de la gravité, quand même, de la gravité du potentiel fasciste que c'est. Vraiment, il faut le dire, c'est fascisant, c'est de l'anti-intellectualisme. Et déjà, j'en profite pour envoyer au livre de Bernard Lahire. C'est pas souvent que je vais citer Bernard Lahire, mais pour la sociologie, où il aborde toutes ces attaques sur la culture de l'excuse. Mais et je pense que en fait, ils n'ont aucune connaissance de comment fonctionnent les sciences humaines, de comment fonctionne ne serait-ce la sociologie. Tout élève de L1 comprend vraiment ce phénomène, que d'essayer de comprendre, c'est pas excuser. C'est un peu la phrase de Spinoza qu'on cite souvent, de ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas médire, mais comprendre. Et pour eux, c'est trop. Pour eux, ils sont vraiment dans un délire. Alors, eux, ils se disent comme... philosophes, ils se revendiquent des philosophes des Lumières, alors la réflexion, la rationalité, mais en fait ils sont seulement dans le dogmatisme, ils sont vraiment dans une morale, il y a vraiment une morale républicaine et il faut surtout pas dévier de ça. Si on dévie de ça, on devient un islamo-gauchiste. Et c'est ce qui est accusé l'université. Et juste pour finir, je pense qu'on se rend pas compte, on en rigole beaucoup, mais on se rend pas compte des répercussions très graves que ça a. Je rappelle qu'en octobre, il y a eu un amendement qui a été voté au Sénat, stipulant que la recherche académique devait s'exprimer, je cite, dans les valeurs de la République. Les valeurs de la République, on ne sait pas ce que c'est. C'est pas tant mieux, c'est ce qui nous reste comme marge de manœuvre. Oui, ça peut être liberté, égalité, fraternité. Si c'est entendu au sens fort du terme, on est OK. Mais voilà. Mais le problème, c'est que c'est plutôt eux qui ont vraiment le rapport de pouvoir et qui peuvent imposer de ce qui est dans les valeurs de la République ou pas. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. Il y a aussi les Républicains qui avaient demandé début décembre la création d'une mission d'information parlementaire afin de lutter, selon leur dire, contre les dérives intellectuelles idéologiques dans les milieux universitaires et notamment l'islamo-gauchisme. Donc on a vraiment là une tentative de la part des forces politiques, du gouvernement, de s'ingérer dans l'université. Donc c'est vraiment très très... Qui est un dernier bastion, disons plus ou moins, de pensée critique. Et je finirais vraiment sur ça, c'est que en fait tout cet épisode-là d'ingérence du politique dans l'université, ça s'est fait suite à l'assassinat de Samuel Paty. Et il y a eu une vraie folie autour de ça. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, ça nous paraît fou que le politique puisse gérer l'université, mais je pense qu'il y a besoin un autre Samuel Paty. Il pourrait légitimer ça, le gouvernement pourrait le faire. Vraiment, ça pourrait être dans la tête des gens, ils pourraient accepter ça face à un autre choc. Mais prépare les esprits, de toute façon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que l'université serait sous la menace pétitionnaire des islamo-gauchistes qui voudraient imposer leur thème et faire interdire. Je rappelle quand même qu'en 2017, il y a eu un colloque sur l'islamophobie qui devait être organisé à l'université de Lyon et qui a été sous la pression justement d'idéologues républicains, a été annulé, tout simplement annulé. Donc c'est bien de voir... Alors, moi je voudrais enfoncer le clou sur cette histoire de l'interdit de penser, parce qu'effectivement, c'est bien ça qui se produit à chaque fois qu'il y a un choc violent, un choc terroriste. Il nous est interdit de penser. Et je suppose en fait que c'est une espèce de mécanisme extensif de la part de ceux qui sont traumatisés. Le vocabulaire du trauma est présent chez beaucoup de néocons. Dans le docu, c'est Fourest qui dit à un moment, on n'a pas été nombreux à être traumatisés par les énoncés antisémites qu'on a pu entendre. Traumatisés, elle se revendique du trauma. Le trauma, c'est quand à un moment, il y a quelque chose dans le psychisme qui s'arrête. Justement, face à une chose horrible, tout à coup, quelque chose s'arrête. Et puis après, dans l'inconscient, ça va rester éternellement, on va revivre le trauma au présent. Il y a quelque chose d'un
d'une pensée qui s'arrête, d'une intellection qui est interdite, elle est interrompue. Et on a le sentiment au fond que ce camp-là, le camp des néocons, le camp qui nous accuse d'être des islamo-gauchistes, parce qu'ils éprouvent eux-mêmes par rapport à des événements violents, des traumatismes qui laissent leur pensée interdite, réclament ensuite que nous nous interdisions de penser, puisque eux sont arrêtés dans le trauma, ils sont incapables, parce qu'ils n'ont pas les outils analytiques, ils n'ont pas les outils politiques, en fait, pour penser ça. Ils n'arrivent pas à penser. Et donc, ils réclament de l'université qu'elle cesse de penser. On passe d'une pensée interdite à un interdit de penser. Moi, je les crois trop cyniques pour être traumatisés, en fait. Je ne crois pas à leur trauma, en fait. Ouais. Moi, même chez Finkielkraut, c'est un grand traumatisé, moi, je pense. La phrase de Bruckner, d'un cynisme extraordinaire. Laquelle Lorsqu'il dit je me souviens pas de ces mots, mais je vais rediffuser le sens. Je peux te la retrouver si tu veux. Il a dit un truc, pas dans le documentaire. Il a dit j'ai peur qu'il y ait une réaction d'extrême droite, une espèce de réaction. On va avoir un attentat islamophobe, qui nous ferait perdre notre avantage. Avantage moral. Notre avantage moral qu'on a gagné avec la mort de Samuel Paty. Après, il a dit ça. Avantage moral. Mais ça fait froid. Ça glace. Ça glace le sang. Ça glace le sang. Non, ils sont pas traumatisés. D'accord. Ils sont pas traumatisés. Ils sont cyniques. Ils ont pas intérêt. Les gentils, c'est nous. C'est nous qui sommes traumatisés. Réellement. Je veux dire que nous, d'abord, quand on s'exprime sur la mort de Samuel Paty, on le fait avec pudeur. On le fait et on le fait avec pudeur. Même nous est reproché. Ils trouvent toujours que c'est pas assez. Et en plus, non seulement on le fait avec pudeur, mais ensuite on s'arrête, on réfléchit et on essaye de comprendre la mécanique qui arrêterait. Alors que les charognards, c'est eux. Cet ensauvagement. Nous, c'est ce qu'on fait. Et on nous empêche justement de vouloir arrêter, d'avoir cette prétention de vouloir arrêter cette mécanique de l'ensauvagement. Tandis que eux, ils la souhaitent. Je veux dire, c'est la phrase de Bruckner. Il faut le prendre au sérieux. Il n'est pas traumatisé, Bruckner. Bruckner n'est pas traumatisé. Wissam ? Non, ce que je voulais rajouter, c'est que je pense ils savent qu'ils ont aussi pas intérêt à ce qu'on réfléchisse vraiment sur ces sujets, qu'on comprenne les mécanismes qui fait que... Ça revient à les mettre, eux, sur le banc des accusés. Je veux dire, ils font partie de ce monde qui perpétue la domination, qui perpétue le crime, qui perpétue tout cela. Je veux dire, ils font partie de ce monde et ils le savent. Pour eux, voilà, le terrorisme, c'est parce qu'on est une civilisation que les sauvages détestent. Et si on remet ça en cause, on dit, mais c'est peut-être pas ça, c'est pas dans leur intérêt à eux de... Mais si je disais tout à l'heure que une des trames, des fils conducteurs de ce documentaire-là, c'est l'antisémitisme, il y a aussi vraiment cette persistance, cette prégnance de la question du choc des civilisations, de deux civilisations qui vont s'affronter et qu'à la fin des fins... l'une disparaîtra. L'une disparaîtra et c'est la menace qui pèse. Tu veux rajouter quelque chose ? Non. C'est bon, ça va ? Bon, vas-y Wissam. Non, mais par exemple, ça me fait penser à quand Einthoven parlait des harcèlements à Cologne, qui disait que il faut pas cacher les choses, il faut essayer de vraiment, faut dire la vérité. Mais nous on est d'accord. Nous, on n'a jamais essayé de minimiser, jamais. On veut bien d'accord, il y a eu beaucoup d'étrangers, disons qu'il y a eu beaucoup d'étrangers dans ce viol. Quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est un choc moi je veux bien, est-ce que c'est un choc de civilisation ? Est-ce que c'est les cultures ? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications plus sociales, sachant que je mets la race dans le social, Et donc, moi, je veux bien engager ce débat, mais pour eux, il faudra qu'ils admettent que ça ne sera pas le choc des civilisations. Mais eux, ils refusent qu'on en parle de manière posée et en cherchant d'autres mécanismes que simplement c'est des arriérés, c'est des sauvages, c'est des barbares. Parce que, donc moi, je veux dire, Einthoven, on peut en discuter. Écoute, on va lui envoyer une invitation et on verra s'il accepte. On va passer à une autre séquence, à quelque chose, à une idée aussi qui est assez constitutive de ce documentaire, c'est de mettre à dos systématiquement l'extrême droite, l'extrême droite identitaire et les antiracistes, donc dont toi, Ouria, avec ces idées de racisme inversé, de personnes obsédées de la race, etc. Tu as été clairement visé dans ce passage-là. On va écouter le passage et après on revient.
Houria Boutelja a entre autres fait d'armes organisé dans une université française un colloque interdit aux Blancs et soutient pêle-mêle le Hamas et le Hezbollah, dénonce le lobby sioniste, l'impérialisme gay, pétitionne pour la libération de Tariq Ramadan et contre la loi de mars 2004 encadrant le port de tenues ou de signes religieux à l'école. Moi, j'ai une passion personnelle pour Houria Boutelja parce qu'elle m'a économisé beaucoup de travail. C'est très dur de démontrer les discours totalitaires, racistes, déguisés derrière une prose alambiquée d'un Tariq Ramadan. Autant c'est très facile de voir qui est Houria Boutelja parce qu'elle ne cache rien. Houria Boutelja, j'ai rien à lui reprocher. Elle dit ce qu'elle pense, elle l'écrit. Et quand elle écrit un livre qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous », qui d'ailleurs a été adoré par Radio Courtoisie et par toutes les radios d'extrême droite maurassiennes qui ont reconnu en elle, et ils ont raison, sa fibre maurassienne. Parce que quand Houria Boutelja écrit « Mon corps ne m'appartient pas, il appartient à ma race, à ma tribu, à ma religion », on est dans du Maurras et du Barès. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux comme référence. On n'a rien à reprocher à quelqu'un qui est aussi clair quand elle se plaint dans son livre d'avoir été dressée par l'école publique parce qu'elle s'est aperçue que l'école publique lui avait appris à détester Hitler alors que son cousin, qui n'a pas grandi en France, n'avait pas eu ce dressage-là, cette propagande-là. Elle est très claire quand elle explique que, en gros, si on est une femme et qu'on est violée par un immigré, on ne doit pas le dénoncer parce que c'est de la trahison communautaire. Elle est très claire. Elle est dans un projet qui est un projet communautariste, qui considère que l'islam politique est le meilleur représentant des damnés de la terre et que dénoncer le viol, dénoncer l'imposition du voile, dénoncer les mouvements fanatiques religieux, c'est faire le jeu de la nouvelle colonisation culturelle. Houria, donc tu as été attaqué directement donc, par Caroline Fourest, qui dit que tu aurais les mêmes mécanismes, la même pensée que l'extrême droite, que l'Action française, que Charles Maurras. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? C'est pas la première fois, je rappelle, qu'on te met dos à dos avec... D'abord, j'ai envie de te répondre que si on était dans une société où le débat avait un certain niveau, j'aurais même pas besoin de devoir répondre à ça. C'est tellement indigent comme remarque. Je veux dire, d'abord, ça n'est pas nouveau. C'est pas la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on renvoie dos à dos oppresseurs et opprimés. On a l'habitude en France de renvoyer dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite, de toute façon. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Donc c'est normal que des adversaires appliquent ce schéma à nous. Bon. Moi, je fais partie d'un groupe qui est un groupe d'opprimés, un groupe qui n'a pas de légitimation politique en France, qui est stigmatisé, qui vit dans les ghettos sociaux, dans un quasi-apartheid en France. On n'a pas de représentation politique, on n'a pas de pouvoir économique. Donc, moi, je veux bien, je veux dire, cette masse que nous formons, cette masse sociale que nous formons n'a aucune représentation, aucun poids politique. Donc je ne vois vraiment pas, même matériellement parlant, comment c'est possible de renvoyer dos à dos un peuple, un tiers-peuple qui n'a aucune existence ou quasiment aucune existence politique, avec une extrême droite structurée à l'échelle nationale et internationale, qui est capable aujourd'hui d'aller envahir le Capitole. C'est-à-dire, déjà, voilà, normalement, j'ai pas besoin d'aller au-delà de ça. Normalement, j'ai pas besoin d'aller au-delà de ça. Je veux bien aller plus loin. J'appartiens à ma race. Eh bien oui, mais moi je dis que j'appartiens à ma race, à l'Algérie, à l'islam, parce que mes aînés, pendant 30-40 ans, ont voulu appartenir à la France. On nous a dit intégrez-vous. Intégrez-vous, cette espèce d'injonction paradoxale, où à la fois on nous dit intégrez-vous, mais vous ne serez jamais comme nous, et vous ne serez jamais des Blancs. Donc nous, notre ambition, c'était de devenir des Blancs. C'est vrai, c'était notre petite ambition à la noix, une petite ambition que je trouve assez ridicule, mais enfin c'est notre ambition, on veut devenir des Blancs. Même on nous en empêche. Donc moi je prends acte. Vous ne voulez pas de moi, donc j'appartiens à ma race. Et c'est très bien. C'est très bien. Moi j'aime bien appartenir à ma race. C'est pas un problème d'être algérienne, d'être musulmane, d'être africaine, d'être je sais pas moi par exemple antillaise. Je ne suis pas antillaise. Si j'étais antillaise, je dirais j'appartiens à ma race de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'ai d'autres appartenances qui me sont chères, finalement qui me sont chères, auquel je suis fière d'appartenir, sans plus. Moi, je ne suis pas à la terre de ma race en disant ma race, c'est une race aryenne.
Je dis pas que ma race c'est une race arienne. Moi je dis, chez moi, on mange du couscous, on mange de la loubia, je sais pas moi. Quel essentialisme. Voilà, genre de truc. Et pourquoi pas d'autres mangent d'autres choses, voilà. Et je ne dis pas que moi c'est mieux que les autres. Je dis, moi c'est ça. Et c'est mon appartenance, des choses qui me sont chères, qui sont en rapport avec mon histoire, avec ma sensibilité. J'appartiens à ma famille, j'appartiens à mon histoire, j'appartiens à mon histoire des luttes, j'appartiens à ma grand-mère, j'appartiens à mon grand-père, j'appartiens à mon père, j'appartiens à ma mère, j'appartiens à... Au-delà de ça, parce qu'on a défini ce qu'était aussi une appartenance sociale et politique. J'appartiens au groupe de Judith Bernard, qui est une blanche, mais avec laquelle on se rejoint dans ce qu'on comprend être l'amour révolutionnaire. Donc au-delà de nos petites appartenances étriquées, on est aussi une famille politique. Et là, on se rejoint. Et nous, on n'a pas de problème. Et chez nous, il n'y a pas de race, il n'y a pas de biologie. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, il n'y a pas ça. On est un espace politique en France, on est un territoire politique libéré de cette maladie qu'est la race. C'est ça. Et quand on a libéré ce territoire, on peut s'aimer. On peut se marier. On peut dépasser nos appartenances. Parce que moi, je sais que je peux dépasser mon appartenance avec une Judith Bernard en face de moi parce qu'elle respecte mon appartenance. Elle ne considère pas que son appartenance est meilleure que la mienne. À partir du moment où ça s'est acté, mais tout est possible. Et je dis, nous nous aimons. Et je le dis sans problème. Parce qu'on n'est pas des malades, en fait. On est le contraire. On est le contraire. On veut même se sauver nous-mêmes. Et pour le coup, s'il y a des identitaires malades, c'est vraiment ceux qui s'expriment dans le documentaire. Mais c'est justement la question que je me disais, c'est que sous le sceau de l'universel, il y a vraiment un identitarisme républicain qui est affiché, mais qui ne se voit pas comme un identitarisme. Ils ne se perçoivent pas eux-mêmes comme identitaires parce qu'ils se croient républicains, laïcs, universalistes. C'est comme ça qu'ils appellent leur identité. Mais pourquoi seraient-ils si angoissés à l'idée d'une vague qui va les submerger? Pourquoi ça les angoisse autant? Parce qu'ils vont y perdre quelque chose de leur identité. Qu'est-ce que c'est ça sinon un réflexe identitaire? Leur angoisse majeure, c'est bien une angoisse identitaire. Ils se sentent menacés d'être transformés par quelque chose qui va les submerger. Déjà, ils vivent toute transformation comme un péril. Déjà, ça raconte le sentiment de leur supériorité. C'est eux l'identité supérieure de ce point de vue-là. C'est une identité qui se confond véritablement à quelque chose de religieux parfois même. Dans les termes qui sont utilisés sur la sacralité de la République, sur la sacralité des symboles, des valeurs de la République, il y a vraiment quelque chose de religieux. Oui, mais sachant qu'il s'agit aussi d'une identité de classe qui est très forte. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'il y a le rapport aux indigènes, il y a le rapport aux classes populaires blanches. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'ils ont été extrêmement sympas avec les Gilets jaunes, par exemple. Ils ont été extrêmement méprisants par rapport aux Gilets jaunes. Donc je veux dire, il ne faut pas oublier que ces gens qui s'expriment, c'est aussi du point de vue de leur classe. C'est-à-dire, en fait, il y a vraiment les deux. Ils sont blancs et des bourgeois. Mais c'est la différence. Ils utilisent souvent le mot le vivre ensemble. Il faut promouvoir le vivre ensemble. Mais eux, ils sont dans une logique. Mais non, mais ils sont dans une logique. Ils sont dans un vivre ensemble. Pour le vivre ensemble n'est possible que dans une logique assimilationniste. Ouais. Pour vivre ensemble, il faut qu'on soit tous pareils. Ce qui est une étrange conception du vivre ensemble, alors que nous, on conçoit le vivre ensemble avec toutes nos diversités. Par exemple, moi, quand je vais dans un supermarché, je vois un rayon cachère, je m'en tape. Voilà, contrairement à Darmanin, je m'en fiche. Tant mieux même, tant mieux qu'ils aient le rayon cachère pour pouvoir manger. Donc c'est vraiment ça la différence, cette notion de vivre ensemble et comment nous, les différences ne sont pas quelque chose de problématique. Et pour revenir sur la question de l'identité, c'est qu'ils reprochent souvent à la gauche, et notamment à l'extrême gauche, d'avoir abandonné la lutte des classes pour la lutte des races. Ouais. Mais quand est-ce que Caroline Fourest a parlé de classe? Quand est-ce qu'elle a parlé de classe? Le seul sujet sur lequel elle se définit de gauche, et d'ailleurs c'est la gauche laïciste. C'est pas, et laïciste pour critiquer un peu les musulmans, les immigrés. Est-ce que ça, c'est pas une gauche qui a abandonné la lutte des classes? D'ailleurs, et je voudrais faire une parenthèse, la gauche n'a pas eu besoin de nous pour abandonner les classes populaires blanches. Elle est responsable toute seule de ça. Donc, mais c'est intéressant de voir ça, comment ils accusent les autres d'abandonner la lutte des classes alors qu'eux l'ont fait de même. C'est ce que dit Judith Vintraud du Figaro, c'est qu'elle dit pour moi l'islamo-gauchisme c'est le remplacement de la lutte des races par la lutte des classes, quand ce même Figaro considère comme obsolète, comme périmé une grille de lecture qui se voit dans un affrontement de classes. Toute la droite. Mais quand est-ce qu'il l'a même considéré? Elle a jamais été périmée, c'est vrai. Considéré. Le Figaro quand même. Ça, je veux
Non, mais toute la droite, ils s'inquiètent de voir que la gauche ne parle plus de la lutte des classes. On est là, mais heureusement qu'on est là pour rappeler ça, quoi. On devrait nous remercier. Eh ben écoutez, on va finir sur... on va bientôt finir. J'aimerais vous poser une dernière question. C'est... Voilà, quel horizon par rapport à la situation que nous vivons. Et ma question, c'est comment transformer cette menace, cette catastrophe qui semble venir en un sursaut, en une espérance, en quelque chose qui ne se cantonnerait pas à une stratégie purement défensive, mais qui aurait quelque chose, voilà, de comment passer à l'offensive vis-à-vis des attaques dont on a été victime, dont vous avez été l'objet toutes les deux. Comment passer d'une stratégie défensive, de critique, à quelque chose d'offensif, à quelque chose qui construirait quelque chose. D'abord, il ne faut pas oublier de se défendre. Évidemment que ça ne suffit pas la stratégie défensive, mais en réalité, là, le petit exercice qu'on vient d'essayer de faire, d'abord d'opposer à ce grand gloubi-boulga absolument honteux qu'est ce documentaire, de lui opposer un petit peu la rigueur de nos outils critiques, ça me paraît une étape absolument indispensable. Donc déjà, commencer par ne pas renoncer à se défendre, parce que ça met quand même les nôtres dans des situations extrêmement fragilisantes, que les voix ne sont pas assez audibles. Les voix pour contredire ces grands dominants qui nous inondent de leur délire verbal, on n'est pas assez nombreux. Donc déjà, se défendre, ça commence, c'est un bon début. Et moi, je trouve que le faire de la manière dont on le fait là, c'est-à-dire en mobilisant les outils de la rationalité, de l'exigence critique, de l'exigence d'honnêteté intellectuelle, en montrant que eux se roulent dans la fange vraiment de l'affabulation, des racontards, de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie qu'ils font. De faire cette démonstration-là, donc c'est déjà une manière d'être très offensif, en fait, je crois. Évidemment, ça ne suffit pas. Mais ne rien lâcher sur nos outils, montrer que nous sommes les héritiers de ce que les Lumières avaient de précieux, l'usage de la raison. Même si les Lumières n'ont pas été que du bonheur, c'est pas à des décoloniaux que je vais l'apprendre, mais ce que les Lumières ont érigé de absolument essentiel pour nous, c'est la raison comme vertu cardinale. Et il me semble que moi, la raison, je la rencontre dans la pensée décoloniale. Je prétends aussi la mettre en œuvre dans tout ce que je fais. Et voilà, mettre en avant que nous sommes le camp de la raison, c'est-à-dire raisonnable, responsable. Rationnel, contrairement à tous les chapeaux qu'on veut nous faire porter, déjà ça, moi je trouve que c'est une manière d'être assez offensif. Et je pense qu'il faut en avoir un peu plus conscience encore, être encore plus fier en fait de porter ça, le camp de la raison. C'est nous les héritiers des Lumières dans le beau sens du terme. Non, mais pour conclure, je rejoins totalement ça. C'est l'idée de se dire que voilà, c'est un enjeu de lutte qu'il faut assumer. Je pense que ça serait intéressant aussi de faire des parallèles historiques, par exemple avec l'université, l'islamo-gauchisme qui s'infiltrait dans l'université. Je pense que c'est intéressant aussi de voir les rappels historiques, déjà de rappeler que l'université a toujours été vue par les conservateurs comme le repère des gauchistes, de la subversion. Et c'est intéressant aussi, par exemple, je pense que c'est intéressant de faire un parallèle avec ce qu'ont vécu les féministes dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, maintenant, il y a tous les travaux féministes, les gender studies et tout, c'est un peu vu comme lambda, comme acceptable, comme des travaux scientifiques, mais ça n'a pas été toujours le cas. Dans les années 80-90, elles ont connu le même problème que ce qu'on connaît nous maintenant. Les Christine Delphi, les Colette Guillaumin. Ouais, problème de légitimité symbolique. Les Paul Otarbin, on leur mettait les mêmes arguments, on leur mettait les mêmes critiques. Voilà, mais l'idée qu'elles sont trop subjectivistes, elles ne sont pas neutres, c'est trop militant. Et elles se sont battues. Et moi, je pense qu'il faut se dire, voilà, ça sert un peu à relativiser, à se dire que l'université, c'est un territoire de lutte aussi, et que on peut parvenir en assumant à imposer la race, mais surtout en France, parce qu'il n'y a qu'en France que ça pose vraiment problème, mais imposer la race dans le champ académique. Et à partir de là, on aura un autre problème quand ça sera imposé, c'est la crainte que ça ne devienne pas assez radical et trop sociodémocrate, cette étude de la race dans l'université. Mais voilà, pour dire que c'est un combat que d'autres ont connu et que nous, on doit mener et continuer à mener. Et je pense qu'on doit l'assumer plus ouvertement. Bien sûr. Rien pour conclure. Il y a quelques mois, je t'aurais dit il faut mener le combat politique. Je pense qu'il faut, il faut mener le combat politique. Simplement, moi, j'ai démissionné du PIR. Donc, ce ne sera pas mon actualité. Je pense que d'autres doivent reprendre le flambeau de la lutte politique. Parce que ça, c'est quand même... Il y a l'université, il y a le combat intellectuel. Ça, c'est indéniable. Mais il y a aussi le combat politique. On va espérer que des nouvelles générations vont reprendre le flambeau. Et voilà.
Bon bah écoutez, on va se quitter sur ces derniers mots-là. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour l'inauguration donc de Façon Puzzle. Merci. On les a bien éparpillés. Eh bien oui, en tout cas c'était l'objectif. Merci vraiment surtout d'avoir subi ce documentaire absolument infâme. Enfin bref, c'était assez affligeant même pour moi de préparer l'émission. Ça a été assez compliqué, mais bon, je suis très content de vous avoir eu avec moi. Je te retrouve Wissam dans un mois pour le deuxième numéro de Façon Puzzle. Inch'Allah. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne journée et à très bientôt. Mais moi les dingues je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 fois de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puce.